que le climat. Transition sociale et écologique. Alors évidemment, vous avez eu des discussions riches, donc réduire à 6 actions prioritaires, c'est réducteur. Mais bon, le but là, c'est de voir un peu le résultat. On va donner 5 minutes à chacun pour parler, donc montre en main, et de dégager les choses vraiment les plus importantes. Et éventuellement, s'il y a des sujets de controverse où il y a une forte opposition, ça mérite d'être creusé, le dire également. Voilà, donc on va commencer, si tout le monde est là, si tout le monde a sa chaise, par le thème Habitat, énergie. Et donc je vais laisser la parole à Flavie pour 5 minutes de restitution. Voilà, donc nous les problèmes autour de l'habitat et l'énergie, c'était bon, déjà de savoir en fait qu'au niveau de l'habitat, c'est un habitat isolé, ça correspond à un des premiers leviers pour réduire nos gaz à effet de serre, donc il y a un fort potentiel de ce côté-là. Que tout le monde n'a pas accès à un habitat de qualité, ça veut dire qu'il y a une grosse précarité énergétique, tout le monde ne peut pas se chauffer, il y a des passoires thermiques, donc il y a un problème social de ce niveau-là, et énergie, donc voilà, on est vraiment d'énergie qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, qui consomment beaucoup de ressources rares. Juste, tu peux dire à chaque fois l'action. Alors, les actions, elles sont globales. La première, oui, à chaque fois tu dis première action. D'accord. Alors nous, nos solutions, elles correspondent à ces 3 différents points. Donc la première, c'est qu'il faut investir dans l'isolation, parce que ça répond à tout à la fois, précarité énergétique et réduction des gaz à effet de serre. Donc là, ça serait dans de l'isolation, pas n'importe laquelle, recyclable et recyclée, par une chambre ou, je n'arrive pas à me dire, désolé, voilà, donc l'isolation pour tous, que tout le monde puisse y accéder, donc à la fois pauvres comme personne de la classe moyenne qui est souvent, qui n'a pas accès à des aides. Donc de dire en fait oui l'isolation ça a un coût, donc on s'était posé la question sur une des tables, un des sites, mais en fait on s'est dit oui on a l'argent, bon, il suffit de regarder au niveau de l'évasion fiscale, au niveau du CICE, donc voilà, ou alors on crée une banque du climat, donc on en a parlé récemment, il s'agirait de faire comme lors de la crise en 2008, c'est-à-dire de créer de l'argent, donc là il y aurait un potentiel de 3 000 milliards d'euros. Alors là c'était une deuxième action, c'est ça? Non, toujours pareil, on investit au niveau de l'isolation. Pour ça il faut juste un besoin d'engagement politique ou alors d'organisation citoyenne. Donc voilà, il faut qu'on soit là et qu'on soit mobilisé. Autre chose, d'abord le fait qu'au niveau habitat-énergie, il faut d'abord isoler avant de mettre en place des énergies vertes. Parce qu'on peut chauffer comme on veut, des passoires thermiques, ça sort. Donc il y a une question de priorité entre ces deux niveaux-là. Mais changer notre énergie est aussi importante. Donc il s'agirait alors de, deuxième solution, relocaliser l'énergie en fonction du territoire. On a des territoires différents qui sont dotés de ressources différentes. Des fois ça va être des montagnes, donc il y aura possibilité de faire de l'hydraulique. Il y aura forcément plus de soleil dans le sud. Donc voilà, réfléchir à tout ça. Donc une énergie plus locale, moins transportée, donc moins de pertes au niveau des rendements, plus démocratique et plus participative, c'est-à-dire que chacun en tant que citoyen, on peut investir dans l'énergie au-dessus de notre immeuble, dans notre quartier. Donc voilà, c'est simplifier aussi la façon de faire en fait pour créer de l'énergie. Parce qu'à l'heure actuelle c'est possible mais c'est plus compliqué. Il faut aussi au niveau de l'habitat réglementer le droit au logement. Donc on parle du droit au logement, c'est un droit fondamental, mais nous on dit le droit au logement de qualité. C'est une troisième action, désolé. Un droit au logement de qualité, donc en gros isolé. Parce qu'en tant que locataire, on peut avoir un logement, mais si on investit tout notre argent, tout notre salaire dans l'isolation, enfin dans l'électricité et dans le chauffage, c'est pas une solution. Donc garantir l'accès à aussi tout ce qui incombe au logement, donc l'eau, l'électricité, le chauffage et toutes les taxes qui incombent. Donc pareil, il faudrait réglementer. Les propriétaires ne devraient pas pouvoir louer des passoires thermiques parce que quelque part le locataire il est otage de tout ça. Il faudrait aussi réglementer le logement vide, c'est-à-dire voilà, à Metz on sait qu'il y a plus de 8000 logements vides, c'est juste pas normal, sachant qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui dorment dans la rue. Voilà, donc après comprendre en fait pourquoi il y a des logements vides, si c'est à cause si c'est la faute publique, ou alors si les propriétaires ont peur en fait de louer, donc peut-être mettre en place des garanties, donc à voir.
encadrer par une réglementation les profits immobiliers aussi. Voilà. Au niveau, il faudrait aussi, en quatrième solution, réfléchir à l'urbanisation, de sorte que les personnes soient proches en fait, de leur lieu de travail, afin de régler la question de mobilité qui va venir bientôt. Donc voilà, travail et commodité, ça veut dire crèche, ça veut dire aussi école, voilà, tout ce dont on a besoin. Voilà. Donc à réfléchir dès à la base lorsqu'on construit. Est-ce que sur certains tâches, on a sûrement oublié des choses, donc je ne sais pas si vous voulez compléter, surtout ceux qui ont participé à notre table. Ouais. Des matériaux adaptés, mais biosourcés. D'accord? C'était des matériaux qui stockent du carbone. Voilà, comme paille, chambre, vous avez dit autre chose? Voilà, c'est ça, paille, chambre, fibre de bois. Voilà, fibre de bois. Donc là, tu m'as donné 4 actions, c'est ça? Voilà, finalement, c'est Ok, d'accord. d'accord. Est-ce qu'il y avait des sujets vraiment controversés ou pas? Des sujets qui... Globalement, on était tous d'accord. Il y avait un sujet, c'était sur la... C'était... Ouais, je sais. Il y avait un sujet, c'était... Je cherche toujours. La priorité énergie verte, c'est d'abord... Oui, en fait, la controverse, c'était d'avoir... comment je dirais? D'avoir par rapport au chauffage, enfin que ce soit par rapport au chauffage, en fait qu'on ait droit aussi au bio, mais sans être forcément isolé, parce qu'on n'a pas forcément, la personne qui n'a pas forcément les moyens de pouvoir isoler sa maison a quand même le droit à des énergies renouvelables. Voilà, c'est ça. Il y a encore un point qui manque, qu'on avait évoqué, c'est de réindustrialiser aussi la campagne, parce que si on règle que le problème de la ville, la campagne, c'est ceux qui se déplacent le plus loin. On l'a marqué, mais sur les autres feuilles. En fait. Ouais, au niveau de l'urbanisation, réfléchir à ce niveau-là. Voilà, donc le travail école. Merci. Les suivants, donc c'était mobilité. Bien, on a dit beaucoup de choses sur les mobilités. Vous pouvez passer la 6 actions. Vous pouvez passer la main. Alors, après, c'est réducteur, mais on va prendre tout ce qui a été noté. Hein. Les autres idées seront aussi. Oui, on essaiera de structurer le plus fidèlement possible tout ce qui a été dit lors de ces trois tables rondes. Alors, dans les actions, tu veux savoir quoi? Au niveau national, international, local? Tu m'en donnes 6, voilà. Alors, première action qu'on a... Alors, on a fait des paquets, hein, des familles. Obliger les entreprises à organiser le transport de ses employés en fonction de la taille de l'entreprise. C'est-à-dire, ça peut être un peu comme ce qui se faisait il y a longtemps maintenant, du transport de bus, d'autocars dans les grandes entreprises. On a tous en fait ce genre de schéma. Et puis, ça peut être aussi du covoiturage ou du transport à la demande. Donc dans le domaine de l'entreprise. Donc ça, c'est ce qui a été une des grandes idées qui a été émise. La deuxième idée, c'est plutôt au niveau national toujours, c'est revoir l'aménagement du territoire pour faire en sorte que les offres de commerce, tout ce qui est offre de commerce, la localisation des services publics soit fait en centralité et non pas en étalement urbain. Donc c'est la question de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme qui a été mis en avant. Donc c'est vraiment des grandes familles d'idées. Hein. On aurait des exemples à vous donner, mais on est un peu pris par le temps. En fait, tout simplement parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, donc au niveau européen, on a 23% des Français qui ont déjà renoncé à un emploi pour des raisons tout simplement de transport. Donc voilà, en gros, augmenter pour qu'il y ait plus de mobilité et d'accès pour tout le monde.
Ouais, donc revoir un petit peu le... Il y a beaucoup d'échanges qui ont été faits sur comment je dirais, réduire, enfin rééquilibrer le rural et l'urbain, un petit peu comme ça, pour imager, pour illustrer un peu. C'est la troisième action? Non, c'était pour la question de l'aménagement du territoire, c'était redonner les mêmes chances au rural qu'à l'urbain, avec une offre de services et une relocalisation des commerces et des lieux de travail en centralité. C'est-à-dire que les citoyens soient moins dépendants de la voiture en milieu rural, qu'ils puissent bénéficier d'autres modes de transport que de la voiture individuelle. Troisième idée, donc la 3, c'était plutôt, alors là on ne savait pas trop où la mettre, c'était remettre la mobilité comme un droit fondamental. C'est ce qui avait été émis. Autour de ça, il y a la notion de justice sociale aussi, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de défavoriser les gens qui seraient éloignés d'une offre de transport, donc qu'ils aient le même droit à se déplacer que les autres, que ceux qui habitent soit en centralité, en ville, ou à proximité d'un mode de transport collectif. C'est un peu une notion de justice sociale qui a été mise en avant. En 4, on retrouve la notion de commerce et de service public en centralité. Beaucoup de gens nous ont dit aussi revoir leur... se passer de la voiture, c'est pas si simple en fait. C'est un peu ça qui a été dit. Ça veut dire remettre en cause l'organisation de la famille, décider de son lieu de travail, de la distance à parcourir. Donc c'est tout ça qui a été un petit peu mis en avant. Donc est-ce qu'on pourrait aussi revoir un peu l'aménagement du territoire, éviter les zones commerciales périphériques, des choses comme ça. Donc revoir un petit peu les transports par rapport aux zones commerciales et aux équipements, aux hôpitaux. Je donne un exemple. Est-ce qu'il fallait que le CHU de Mercy soit à Mercy? Parce que c'était bien de le sortir de l'agglomération, et après on est obligé de mettre un système de transport pour aller à Mercy. Donc est-ce qu'on ne pouvait pas, les parkings, et les voitures, etc. Et les rocades, et les fautes de voies, etc. Donc c'est toute la question un peu autour de ça. En 5, on a noté revoir notre mode de vie en fonction du lieu de travail, de la famille, de la composition de la famille pour une meilleure qualité de vie. Ça rejoint un petit peu la question 6, qui est un peu dans les controverses, hein, parce que finalement la 5 et la 6, on l'a noté un peu dans les controverses. La 6, c'est comment ne pas réduire les libertés individuelles au profit de l'intérêt général. C'est une question qu'on pose, qui a été posée. On se doute bien que l'intérêt général, c'est une belle idée en soi. L'intérêt collectif, l'intérêt général. Aujourd'hui, on voit bien que l'individualisme a pris le pas sur le collectif. Et comment on pourrait finalement rééquilibrer redonner de l'intérêt général sans restreindre la liberté de chacun. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. On essaiera de le transcrire dans le manifeste à la fin. Donc voilà. J'espère que oui. Alors juste amener quelque chose, il y a des choses avec lesquelles je fais partie du groupe. Dans les droits fondamentaux à la mobilité, rappeler à la mémoire des uns et des autres qu'il y a des dizaines d'années, les voies ferrées parcouraient tout le territoire. Et que le problème, c'est pas de rapprocher les zones commerciales, etc., de mettre à disposition, c'est bien de permettre, pour des raisons pas seulement de commerce, mais de travail, de réalisation et de vie sociale, à ce que les gens puissent se déplacer d'un endroit à un autre au niveau du territoire sur du mode de transport collectif, service public. Et ça rejoint le service public, le droit fondamental, avec cette préoccupation des gaz à effet de serre. Donc, effectivement, se reposer aussi la question, ce qui n'a pas été mentionné, des traités de libre-échange qui sont une forme de mobilité qui dispense énormément de gaz à effet de serre et de plus en plus. Pourquoi faire venir du bœuf du Canada alors qu'il y a des agriculteurs qui sont en train de crever ici? Point. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites.
vite. Bien évidemment, sur le réseau ferré, sur le transport collectif, on a parlé du vélo, de transport en commun, etc. On n'a pas pu, là, comme ça, en 5 minutes, on ne peut pas parler de tout. Mais bien évidemment, on essaiera le réseau ferré, évidemment. Le rail, c'est important. Oui, oui, bien sûr. Mais on en parlera dans la synthèse finale. Ce ne sera pas une synthèse restrictive, ce sera bien une synthèse fidèle. Merci. Donc on va passer au sujet alimentation. Alors, alimentation, on a quand même réussi à sortir 6 points principaux. Tant bien que mal, il y a énormément de choses qui ont été dites. Il n'y a eu aucun point de controverse. Hein. Tout le monde s'est entendu sur les mêmes sujets, avec passion d'ailleurs. Passionné ici. Alors, un des premiers points qu'on a sorti, c'était rééduquer les gens, de savoir d'où vient la nourriture qu'ils mangent, rééduquer les gens pour savoir replanter des potagers comme à l'époque. En fait, c'est même pas rééduquer, c'est les éduquer de ce qu'ils ont oublié. Et les apprendre à cuisiner, tout simplement. À cuisiner des choses, des denrées de base, d'acheter des produits tout prêts. Le deuxième point, c'était d'aménager les espaces verts en potager et planter des arbres fruitiers. Ça, on n'arrête pas de le dire. Au lieu de planter des magnifiques pelouses et potagers, planter des arbres fruitiers. Si tu as quelque chose à rajouter. Par rapport à ça, il y a quelqu'un qui a soulevé de réutiliser les friches industrielles et tout ce qui est pelouse justement pour réinstaller une ceinture verte autour de Metz et plus largement, de façon à augmenter notre autonomie alimentaire. Oui, je trouve suffisance alimentaire. Un troisième point qui est sorti dans les 3 groupes, c'est boycotter les grandes surfaces. Boycotter donc les grands industriels. Et consommer local, les petits producteurs locaux, bio pas bio, juste local au moins. Limiter l'achat des aliments emballés, en même temps ça va en même temps que d'arrêter d'acheter dans les grandes surfaces. Donc, c'est-à-dire limiter l'achat des aliments emballés parce que le gaspillage du plastique est ressorti maintes et maintes fois. C'est-à-dire que vous achetez un concombre qui est emballé dans du plastique, deux bananes qui sont emballées dans du plastique, une banane, oui, ça peut arriver aussi. Ouais. Un 5e point, favoriser l'alimentation bio et la subvention des agriculteurs qui veulent faire une transition vers le bio. Donc on a parlé aussi de l'alimentation bio dans les cantines, végétarienne, etc. Donc favoriser tout ça. Et je crois que tu voulais rajouter quelque chose sur le mot bio En fait, dans le groupe, utiliser le terme bio, il y a quelqu'un qui a proposé plutôt de créer un nouveau label de façon à ne plus être dans cette distinction entre entre bio et non bio, parce que ça fait une agriculture à 2 vitesses, alors que tout le monde devrait pouvoir bénéficier d'une alimentation saine, quel que soit son revenu et quelle que soit sa position sociale, etc. Parce que l'alimentation, elle est naturelle à la base. La nourriture, elle est naturelle et elle n'a pas à être étiquetée bio, elle devrait plutôt être étiquetée pas bio. Parce que voilà. Donc, créer un nouveau label et qui mettrait aussi... qui serait transparent par rapport à d'où vient le produit, par rapport à comment est-ce qu'il a été produit justement, et pas seulement le distinguer de bio ou de non bio. Voilà, donner plus d'informations pour que le consommateur puisse faire des choix responsables de ce qu'il consomme. L'agriculture, 0 pesticides. Oui, pesticides ont beaucoup été invoqués, bien sûr. Je ne sais même pas si c'est rentré dans tous les 3 groupes, évidemment. Et le dernier point, qui est important, c'est acheter ce qu'on a besoin, c'est-à-dire une personne qui évoquait le fait qu'elle n'a plus de voiture, donc elle achète pas au jour le jour, mais à la semaine. Donc on parlait de vrac, on parlait d'acheter juste ce qu'on a besoin pour éviter le gaspillage, pour éviter de surconsommer. Et aussi, dans la même portée, on a beaucoup parlé de manger moins de viande, de par son impact sur la souffrance animale, de par son impact sur l'environnement, puisqu'on sait que l'agriculture qui est destinée à l'alimentation du bétail est très importante. Et voilà.
Et la phrase de la fin que j'ai beaucoup aimée, je ne sais plus qui l'a dit, l'alimentation est la seule révolution non violente. J'ai à méditer. L'alimentation est notre seule révolution non violente. Donc à méditer, puisque de par le pouvoir de boycott, de par... voilà, j'en dirai pas plus. Si tu veux rajouter quelque chose? C'est le chef qui l'a dit d'ailleurs. L'alimentation, c'est la seule révolution non violente. On a beaucoup parlé des aspects sur la santé, sur les problèmes de santé qui sont liés à l'alimentation, etc. Voilà. Par rapport à la TVA, il y a une personne qui a dit qu'on devait taxer les produits qui n'étaient pas de saison, taxer les produits qui n'étaient pas locaux et supprimer la taxe sur les produits locaux. J'explique juste la phrase parce que c'est pas forcément clair. Et la seule révolution non violente, en fait, si on veut chercher le pouvoir, on a l'armée en face de nous, ou la police, et quand on a de quoi manger à la maison, on reste tranquillement à manger à la maison, on n'achète plus rien. Et puis, Ils sont morts. le pouvoir, il n'a plus rien en face de lui. Ils sont morts, il n'y en a pas. Et c'est le lien entre la ville et le droit on va en vélo, à venir manger. Il y avait un mouvement de parler aussi avec Savoir aujourd'hui, par l'intermédiaire de la politique agricole commune, par citoyen, on paye 114 € par mois pour subventionner notre agriculture, sauf qu'aujourd'hui, elle subventionne que des systèmes intensifs. Donc au niveau de l'exploitation animale, c'est des grosses densités, c'est pas d'accès plein air, c'est beaucoup de maladies, c'est tout ce qu'on voit dans certaines vidéos, mais aussi au niveau de l'agriculture, c'est des pesticides en l'occurrence. Donc ça va dans les poches de Monsanto, de Bayer. Donc nous, c'est notre argent en fait. En France, c'est 10 milliards d'euros qui vont vers cette agriculture-là. Donc c'est pas pour rien que nos paysans, ils sont coincés et endettés, ils vivent que de ces subventions-là. Donc ça serait d'arrêter ces subventions vers de l'agriculture intensive et productiviste et aller vers de la petite paysannerie. Ouais. Ouais. Et le suivant, c'est pouvoir citoyen. Oui, donc notre premier point, qui a été évoqué souvent parmi les deux groupes plusieurs fois, c'est les assemblées citoyennes. Donc des assemblées citoyennes permanentes dans tous les quartiers où il y a des volontaires pour les animer et qu'elles soient ancrées dans la vie citoyenne, qu'elles soient hebdomadaires, voire 1 à 2 fois par semaine. Ils auraient même proposé le dimanche. C'est logique. Et voilà, donc ça c'était un point qui revenait très souvent. Les assemblées citoyennes qui soient complètement partie intégrante de notre système démocratique. Que ce soit concret carrément. Que ce soit pas simplement de l'événementiel, comme on a connu les nuits debout, les gilets jaunes, mais que ça s'ancre carrément dans notre vie de tous les jours, que ce soit hebdomadaire, et que ça aboutisse à des décisions concrètes, et que ce soit un nouvel acteur de la vie démocratique qui soit complètement ancré. Ça, c'est le premier point. Voilà. T'as peut-être quelque chose à ajouter sur ton point? J'ai juste pas compris pourquoi les gilets jaunes, parce que les gilets jaunes, ils sont plus intéressants. Plus près du micro, s'il vous plaît. Ouais, pardon. Deuxième point. Le deuxième point, c'était en lien avec ces assemblées, donc se rapproprier le pouvoir citoyen donc par le RIC, et par le RIC aussi la mise en place, pourquoi pas, d'un vote numérique pour permettre d'inclure plus de personnes et de pouvoir voter plus vite, parce que s'il y a un RIC, l'idée c'est qu'il y ait beaucoup de décisions qui soient votées, et donc de ne pas avoir à aller tous les 2 jours dans un bureau de vote.
Par le RIC aussi, la révocation des élus. La consultation pour toute décision. Il y a eu d'autres points d'abordés, mais c'était les principaux. Tu parles pas? Les médias, qu'on développe des médias citoyens, détenus par des citoyens. Le citoyen actionnaire, parce que l'information, en fait, il y a quelque chose qui est ressorti donc, dans les groupes, c'est que, si tu me demandes pas, je ne saurais pas le dire. Ouais, merci. La mise en place, s'il te plaît. Le pouvoir citoyen, on y a ressorti trois aspects. Un aspect politique, un aspect économique, citoyen consommateur, un aspect au niveau du travail et de l'activité sociale. Et dans ce pouvoir citoyen, à tous ces niveaux-là, à chaque fois, donc, le pouvoir citoyen passe par une information, enfin commence par une information, ensuite par une décision, puis par une exécution. Et donc c'est vrai que ce qui bloque au niveau de l'information, c'est les lobbies. Donc d'avoir des médias citoyens pour avoir des bonnes informations, pour pouvoir ensuite prendre des bonnes décisions, des décisions donc par le RIC, par ses assemblées, par tout ça, et qu'ensuite les choses soient appliquées, et les choses puissent être revues par ces aspects révocatoires, tout ça. Voilà. Alors, notre troisième point, c'est ça? Ouais. Normalement, c'est le quatrième. Quatrième point, donc on avait sortir des dépenses économiques et politiques et hiérarchiques. Donc pour sortir, la proposition, c'était pour sortir de ces dépendances, c'était développer l'autonomie sous toutes ses formes, à commencer par l'autosuffisance alimentaire, donc, et l'autosuffisance en toute matière, donc qu'elle soit alimentaire, énergétique, et que ce soit toujours couplé avec de la solidarité et du partage. Donc ça c'est tout un programme de société, d'une nouvelle société. Donc pour ça, il faut passer faire une transition mentale en fait d'une société de la compétition vers une société de la coopération. Ça c'est revenu au moins à 4 reprises à notre table. Et c'est venu au moins à 2 reprises dans notre table, c'est ça? Ouais. Donc on a quelque chose de central. Hein. Voilà. Après, c'est les modalités, comment ça peut s'opérer. Et là, on a des pistes, il y a des pistes aussi, hein, par le débat, par l'éducation populaire. Donc ancrer aussi, en plus de nos réunions hebdomadaires, des lieux qui soient des universités populaires, qui soient ancrés, et qui soient où les savoirs citoyens se transmettent sans hiérarchie. Donc des endroits où il n'y a plus de verticalité, mais il y a une horizontalité des savoirs. La transmission des savoirs. Voilà. Non, on a fait tout. Donc, oui, j'avais un cinquième point aussi. C'est plutôt une remarque, c'est le fait que les citoyens savent régler les problèmes qui les concernent. Quand quelqu'un est vraiment concerné par un problème, en général, il connaît la solution. Le citoyen expert. Le citoyen est lui-même l'expert. Ouais. Et que donc ça, ensuite l'intelligence collective se met en marche pour pouvoir matériellement trouver les moyens de la résolution. Mais quand il y a la liberté qui est là, au fond, la plupart de nos problèmes, ils sont entretenus artificiellement. Voilà, ça c'est on en est venu à cette conclusion-là à un moment, que la plupart des problèmes, ils sont entretenus artificiellement pour des raisons de pouvoir. Donc sortir de la dot politique. Sortir de la société de hiérarchisation. C'est un embryon, c'est un premier pas. Il y avait des gros sujets de controverse ou Nous, à notre table, un seul, je crois. Oui, c'était. Il y avait eu. Ce qui avait été soulevé, c'était peut-être de rendre le vote obligatoire pour impliquer tout le monde. Quand on parlait en fait de vote numérique, il y a eu cette suggestion de rendre le vote obligatoire. Tout le monde n'était pas d'accord là-dessus. Enfin, c'était plutôt minoritaire. Ouais, le vote en ligne, ça avait été soumis pour impliquer peut-être plus de monde, pour impliquer peut-être une population qui ne se déplace pas, les jeunes notamment. Mais après, il y avait aussi cet aspect très pratique qui veut dire que si on soumet beaucoup de choses au vote,
avec le vote numérique, c'est quand même super pratique. Il y a des réactions? Je voudrais juste signaler par rapport au vote électronique numérique qu'il y a quelques années, j'ai organisé une conférence avec Gabriel Michel qui a fait des recherches étendues autant en Europe qu'en Amérique latine sur le vote électronique. Il nous met très fortement en garde contre ce dispositif qui est un excellent moyen de manipulation du vote et de sélectivité des participants. Parce que c'est très facile de faire en sorte qu'on ne maîtrise pas. Récemment, à l'université, il y avait un vote électronique et moi, je n'ai pas compris comment voter. Et même quelqu'un au bureau de vote m'a dit, moi pareil, je n'ai pas réussi à voter. Donc ça mérite une réflexion plus étendue. Et donc Gabriel Michel, il a fait des publications sur ce sujet qu'on peut consulter. D'accord. C'était une piste. À creuser, quoi. J'en rajouterai une couche, mais ça va dans le même sens. Mais pour ma part, je ne fais pas du tout confiance au vote électronique, sachant que ça peut. Le vote par papier, traditionnellement, l'intérêt c'est que c'est surveillé, c'est matériel, on peut difficilement frauder. Alors que le vote électronique, ça se pirate très bien. Et vu le peu de scrupules qu'ont les autorités en termes de police, de surveillance et tout ça, le jour où ils veulent modifier le résultat d'un vote, ils le font sans vergogne. Ce qu'il faudrait pour le vote, c'est s'inspirer de l'exemple des États-Unis et puis de l'Autriche. Permettre le vote par correspondance, envoyer son bulletin de vote par la poste pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer dans une enveloppe scellée. Mais bon, c'est jette à la poubelle, je veux dire. Mais c'est juste une chose, il y a le RIC par Roman Light, c'est un groupe sur Facebook, et ils ont créé une plateforme pour permettre justement le RIC d'être impliqué en blockchain. Je ne sais pas si c'est terminé le projet, mais c'est l'idée d'utiliser le blockchain pour assurer quand même la viabilité de votre numérique. Et aussi, est-ce que vous avez parlé aussi de vote blanc, de compter le vote blanc? Alors le vote blanc, on ne l'a pas abordé. Non, pas aujourd'hui. En fait, l'idée majeure était vraiment de voir comment faire voter les jeunes qui ne votent pas. Donc ça n'a pas été non plus large, plus élaboré. C'était vraiment, on faisait ça ciblé sur... Après, c'est vrai que ça a pas mal parlé à chaque fois dans les groupes, à chaque cycle. Il y avait beaucoup de choses à dire. Peut-être que c'est quelque chose de très très large, le pouvoir citoyen, que sur... si on avait dédié toute une journée à ça... C'est vrai, c'est que quand les marches que j'ai fait avec les Gilets jaunes, j'ai fait un petit échantillonnage, j'ai demandé aux gens qui ils ont voté, il y avait un vote hier, au moins 40% qui ont voté blanc. Oui. On va passer, si vous avez fini, c'est bon. Il y a beaucoup de juste. Est-ce que vous avez fini sur les activités? Oui. Donc je voulais quand même réinsiste sur le fait que la citoyenneté, c'est une pratique. C'est une pratique. Et cette pratique, elle s'ancre aussi déjà dans l'éducation, l'esprit critique, aussi la culture. Mais à force de ne pas écouter les citoyens, même quand les citoyens causent, les citoyens finissent par se mettre en colère. Voilà. Et ça, c'est une dimension importante, parce qu'il y a des tas d'instances, tas d'institutions dans lesquelles les citoyens sont représentés, mais dont on ne fait aucun cas de ce qu'ils peuvent porter, et je pense en particulier autour de tout ce qui touche à l'environnement. La Lorraine est une poubelle, on le dénonce, et ça ne sert à rien. Donc ça finit par de la colère ou de la passivité. Allez, dernière proposition avant de changer de thème. Juste un point, j'avais parlé de prendre le contrôle de la création monétaire et des ressources. L'ensemble des ressources, parce que sans le contrôle de la monnaie et des ressources, on ne fait rien. Et ça fait la transition avec le sujet suivant, parce que ça permet une répartition équitable entre les citoyens et entre les générations. Merci. Répartition des richesses.
Alors avec Franck, Fleur, Jean-Christophe, on a donc voilà, reçu les déposants de très bonnes idées, c'était magnifique. Première action, repenser totalement la fiscalité, c'est-à-dire abolir la TVA sur les produits de première nécessité, établir une fiscalité particulière pour les produits locaux respectueux de l'environnement. Il y a eu beaucoup d'idées autour des services publics, et l'idée peut-être de les sortir de l'économie et de les sanctuariser pour avoir peut-être une charte ou les inscrire dans la Constitution. Voilà, il y a peut-être plein de façons, de manière à ce qu'ils soient exclus d'une idée de rentabilité. En parallèle, il y a des idées sur les amendes ou des pénalités importantes et justes sur les évadés fiscaux, et que ces amendes soient directement attribuées aux services publics. Okay. Troisième action, sur le plan sémantique, décoloniser l'imaginaire collectif, par exemple, ne plus parler de charges et de cotisations. Établir dans l'inconscient collectif, ou même dans la conscience collective, que le travail ne coûte pas, mais crée des richesses. Il y a également l'idée du revenu universel. Okay. Taxer les marchés financiers, impliquer à 50% les salariés dans les conseils d'administration, et puis là je mets mon petit machin, sortir du lobbying pharmaceutique, c'est une horreur, les médiateurs et compagnie, et encourager les médecines alternatives, qui ne font pas dépenser trop de médicaments et de charges hospitalières. Alors évidemment, en 20 minutes, c'est dur de complètement répartir les richesses précisément pour tout le monde. Après, il y avait une idée aussi d'aller plus loin sur l'idée du patrimoine, des ressources, des matières premières. Et effectivement, il y a besoin de réfléchir sur toute l'idée de comment chacun dans chaque pays peut avoir ses richesses propres, valorisées, et dont il pourrait tirer, chaque personne pourrait en tirer des bénéfices directement. Donc ça pose des millions de questions sur la privatisation des ressources, etc. Mais donc voilà, donc on l'a mis en dernier point parce que c'est fondamental, et en même temps il y avait trop d'idées à insérer dans ce point-là. Voilà, c'est bon. Vous avez des questions? Oui, juste, venant d'un pays où 2 tiers de nos revenus d'impôts vont directement dans les caisses militaires, moi je suggère que les gens peuvent remplir les caisses, éducation, santé, tout ça, jusqu'à c'est rempli. Et puis bon, après, jusqu'à la fin, parce que je pense que les gens, s'ils savent, il faut remplir la caisse militaire, ce serait la dernière caisse on rejoint Yann dans la participation citoyenne, l'idéologie. Voilà, ça entre dans les deux. Parce que bon, c'est un site aussi, les riches. Bon, vous pouvez sauver l'éducation, mettons tout votre argent, vos impôts dans le... Mais il faut payer vos impôts. Mais vous mettez où vous voulez. Il faut de la répartition des richesses, aussi envisager la dimension mondiale par rapport au fait que des richesses se sont appropriées par des pays industrialisés, et que les conséquences climatiques, c'est des pays à l'extérieur qui sont en train de les subir. Donc, forêts amazoniennes et autres lacs Victoria développer leurs poissons. Autre chose? Oui, un petit point. Vous avez évoqué le revenu universel. Ce serait peut-être judicieux d'ajouter que ce terrain mérite réflexion, parce qu'il y a le danger que ça dérive vers un simple RSA amélioré. Il y a l'alternative qui est évoquée par Bernard Friot, économiste et philosophe qui est déjà venu à Metz il y a quelques années, et qui propose à la place la généralisation du salaire. Alors moi, je ne suis pas suffisamment spécialiste pour décliner les différences, mais je signale simplement que ça mérite en quelque sorte réflexion. Ok, merci. Pour ne pas tomber dans un piège néolibéral, parce
qu'il y a des néolibéraux qui sont pour le revenu universel, mais ce serait une espèce misère. Oui, j'avais aussi une idée du renforcement du pouvoir des salariés au sein de l'entreprise pour que la production de richesse dans l'entreprise soit peut-être mieux répartie entre la richesse pour les actionnaires et la richesse pour les salariés. Et on avait aussi dit sortir les biens publics de la marchandisation. Vous de faire si... Non, parce que tu as dit service public, ça va être les services et biens publics. D'accord, ok. Heureusement que tu l'as. Voilà, on va terminer, on va Merci. passer au dernier thème, qui est production, consommation de déchets. Messieurs, dames, je vais faire court, on a tous envie de rentrer à la maison. Alors, les trois groupes ont eu un véritable consensus au niveau de la réflexion, et je les remercie d'ailleurs, c'était très agréable pour moi, donc c'est ma première expérience en tant qu'animatrice. Il en est ressorti vraiment une volonté de repenser en profondeur le cycle besoin, production, consommation et la partie recyclage, réparation, mise en déchet. Dans les 6 solutions, on est passé par une mise en place d'un mode de consommation local, éthique et transparent, en élaborant ce qu'on pourrait appeler l'éthique score. Ce qu'ils entendent par là, c'est une sorte un énorme 60 millions de consommateurs, en fait, qui créerait plusieurs cahiers de charges pour chaque chose dont on aurait vraiment besoin. Et en fonction, ça établirait une note, un produit qui serait produit localement, avec peu de déchets, avec des formules très simples, aurait un bon score. Et à l'inverse, par exemple, des bananes qui auraient fait 3 fois le tour du monde avant d'arriver dans votre supermarché auraient un F. Voilà. Ça sous-entendrait d'obliger l'information aux consommateurs. Donc, par exemple, on sanctionnerait très fort la viande de cheval dans les lasagnes. Voilà. Et de proposer à chaque fois des alternatives de consommation. On ne se limiterait pas à boycotter sans avoir une alternative. Donc, on ne serait pas obligé de se priver. Ça sous-entend aussi des modes de consommation alternatives comme le River Café, le Troc, ou par exemple l'initiative de Metz, la Trucothèque. Voilà. Troisièmement, ils ont parlé de la mise en place d'une fiscalité favorisant les meilleurs produits, bien produits, de façon éthique, pas beaucoup de déchets, etc. Donc avec un bon ethic score, je reprends le terme, et un malus pour les mauvais produits. Ça obligerait forcément les industriels à produire mieux. Quatrièmement, on est passé à une suppression de la TVA sur les produits de base et écologiques. On m'a bien précisé que c'était important que ce soit bien écolo. Hein. Voilà. Cinquièmement, une remise à plat de la législation et des normes. On a parlé notamment du zéro déchet et du fait que, par exemple, si vous allez chez le boucher, il va vous emballer 3 fois votre viande, alors que c'est pas forcément nécessaire, mais lui, il a des normes à respecter. Donc, il faudrait réfléchir la législation et les normes appliquées en France et pourquoi pas en Europe. Et sixièmement, une interdiction, et là c'est très clair, interdit, hein, voilà. Interdiction du jetable et du suremballage, et certains m'ont proposé avec beaucoup d'amour le retour de la consigne. Comme je disais, pas de point de dissension, vraiment une réflexion très pure et très consensuelle. Je vous remercie tout le monde. Une question. Juste, est-ce qu'il y a quelque chose sur l'obsolescence programmée ou est-ce que c'est hors sujet? En fait, l'obsolescence programmée, ça a été évoqué, mais en même temps, c'était sous-entendu que si on produisait mieux et qu'on repensait le besoin production, consommation, réparation, recyclage, l'obsolescence programmée n'aurait plus lieu d'être. Voilà. Autre chose? Non? Oui?
moi je voulais intervenir par rapport à la souffrance, à la condition animale. Il faudrait interdire en France tous les élevages de batteries. Vous avez 30 000 poulets qui sont dans une volaire, les porcs qui sont surchargés dans des porcheries. Ceux des gens mangent de la viande stressée, donc les animaux ils se traitent des mauvaises hormones, donc on mange de la viande stressée qui n'est pas bonne pour notre santé, donc on est intoxiqué. Il ne faudrait que des élevages en plein air. Interdire l'abattage halal et cachère dans les abattoirs au nom de la lutte contre la souffrance animale. Justement, ça, on n'a pas trop osé manger le point alimentation, mais c'est bien entendu que s'il y a un ethic score avec un F, dans le F, il y aurait l'élevage en batterie, il y aurait l'élevage en cage, il y aurait la viande stressée, il y aurait les... Voilà. Mais c'est sous-entendu que dans les TIC scores, eh ben, forcément, le consommateur ne voudra pas de viande c'est un chiffre flexitarien, je ne peux pas le dire. Mais pourquoi pas? Chacun est libre. Voilà. Autre chose? Juste un point, un petit détail, c'est bon, on parle de déchets, donc on transforme les ressources, parce que le déchet serait une ressource. C'est sous-entendu. C'est important, on peut à partir de là, dans un contexte d'économie circulaire, faire que ce déchet devienne une source de quelque chose. Voilà. Messieurs, dames, je vous remercie. Je rends la parole au patron. Je ne suis pas le patron, je suis le facilitateur. Merci à tous pour votre participation. Moi, je trouve que ça a été très riche. Donc, on a les idées principales, on va essayer d'exploiter tout ce qui a été fait. Voilà. Donc, merci vraiment à tous pour votre participation. Et à bientôt, j'espère, chez les Gilets jaunes, autour des marches pour le climat ou ailleurs. Éric, la synthèse, elle sera où en fait? Où est-ce qu'on pourra la trouver, la synthèse? Alors, la synthèse, on la mettra sur le site Laisse marche pour le climat. Et les Gilets jaunes aussi. Et les Gilets jaunes pourront les mettre où ils veulent la mettre. D'accord, voilà. Vous pouvez boire un verre avant de partir. Et voilà, merci et à bientôt.